Et Thomas, comme à chaque fois, on commence avec ton édito, bien sûr. Thomas, on a coutume de dire que le lobbying est une arme d'influence, mais la vraie question, c'est pour défendre quoi? Alors en effet, Alix, même si l'idée de l'arme est peut-être un petit peu excessive, bien sûr, mais déjà le mot lobbying au départ, en fait, vient des couloirs du pouvoir, puisqu'à l'origine, c'était en Grande-Bretagne notamment que les lobbies désignaient là où dans les antichambres du Parlement, les citoyens venaient échanger avec les élus pour pouvoir discuter de différents sujets. Et donc en ce sens, le mot de lobbying était très noble. Ce n'est pas du tout quelque chose comme on peut l'entendre aujourd'hui, en tout cas au sens où les multinationales s'en sont pleinement emparées en enrôlant des armées de consultants, peut-être là pour prendre un terme qui me semble un tout petit peu plus adapté ou usé justement, avec des consultants qui vont essayer d'avoir une forme d'influence sur les politiques publiques. Alors pour défendre quoi? Un statu quo, une forme d'inertie, le maintien d'un périmètre business qui est très fructueux pour ces entreprises-là depuis bien longtemps. Et donnons un chiffre pour prendre la mesure et l'ampleur de l'influence que cela peut avoir sur les décisions et la consolidation de politiques publiques, puisque en Europe, on compte aujourd'hui officiellement plus de 30 000 lobbyistes officiellement, donc il y en a sans doute un petit peu plus que ça. Si je le rapporte au nombre d'eurodéputés, ce sont 750 eurodéputés maximum qui sont représentants des pays de l'Union européenne. Ça veut dire qu'au bas mot, 40 lobbyistes sont rémunérés à temps plein pour discuter, échanger, écrire des projets de loi au service des élus qui, eux, du coup, se retrouvent très, très influencés dans leur rôle par la présence de ces personnes qui représentent des intérêts avant tout privés. Alors pendant ce temps, celles et ceux qui défendent l'intérêt général jouent un petit peu à poil, pardonnez-moi l'expression, mais n'ont certainement pas les mêmes moyens. Parfois, manque de formation, de relais. D'ailleurs, nos invités aujourd'hui vont nous raconter ce qu'ils essaient de faire pour les outiller davantage. Résultat, on parle beaucoup de bifurcation écologique, sauf que jusqu'à preuve du contraire, le train, lui, il reste exactement sur les mêmes rails. Oui, et pourtant, le lobbying d'intérêt général, ça existe. Et oui, il a notamment permis de faire émerger la loi climat dans sa première version. Il a fait émerger des propositions autour de l'utilisation des jets privés, évidemment les séquences récentes sur les PFAS, qui a été assez marquant, ou le devoir de vigilance. Alors il est porté par des ONG, des coalitions sectorielles, le mouvement de l'économie sociale et solidaire ou des syndicats, mais encore souvent trop marginal et peut-être encore trop dispersé. Peut-être aussi il y a une certaine forme de tabou, eu égard à la perception qu'aujourd'hui on a du lobbying comme quelque chose étant négatif, alors que c'est peut-être là une forme d'amalgame malheureux entre lobbying et corruption. Avoir raison ne suffit pas malheureusement pour le convaincre, on a donc besoin de s'appuyer sur ces outils pour avoir cette influence sur les lois. Et puis n'oublions pas que dans le lobbying, il y a des stratégies, des alliances, une narration, un tempo, peut-être une mobilisation citoyenne à aller chercher aussi pour obtenir certaines victoires. Et alors, comment faire un outil d'intérêt général largement déployé? Eh bien, c'est justement pour ça que nous avons invité Valérie, Jordan et Vincent. Merci à tous les trois encore d'être présents. Ils seront mieux placés que moi pour en témoigner. Mais si on veut que l'économie de demain, telle qu'on l'appelle souvent, mais l'économie au service du bien commun en tout cas, soit utile aux humains et prenne mieux soin du vivant, on ne peut plus juste innover en silence ou signer des tribunes le dimanche, comme on a tendance à le faire assez souvent. Il faut militer avec une méthode, influencer parfois sans complexe et jouer finalement avec les mêmes armes que de grands groupes et des multinationales qui défendent l'intérêt privé face à l'intérêt général. Je pense que le temps est vraiment venu de passer du lobbying de la rente au lobbying de la conscience, celui qui permet à toutes et tous finalement, à tous les citoyens, toutes les citoyennes, de penser ensemble à une société qui soit plus juste et plus soutenable, non pas pour manipuler, mais pour organiser l'intérêt collectif, pas pour acheter des voix, mais pour donner une voix à celles et ceux qu'on entend trop peu. Merci Thomas. Je m'adresse à vous maintenant, chers invités. Vous êtes à la croisée des chemins entre lobbying, engagement, impact. Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, le lobby, c'est un jeu d'argent. Et pour l'instant, ce sont les entreprises, quelques multinationales, une poignée en réalité, avec des fonds américains, qui s'accaparent les lois et l'accès direct. Donc, ils divisent les scientifiques, ils manipulent l'opinion publique. Dernier exemple en date, Chine est ténue de la fast fashion. Se sont appropriés, se sont payés les services de Christophe Castaner et une grande campagne de publicité payée par Havas. Et pour autant, c'est une success story puisque l'intérêt général a réussi à s'imposer
grâce à une recette, 3 ingrédients, une opinion publique au taquet, très concernée. Ça s'est fait sur une dizaine d'années, depuis l'effondrement du Rana Plaza jusqu'à des pétitions, jusqu'à des émissions envoyées spéciales qui ont vulgarisé tous les effets néfastes de la fast fashion, pas seulement écologique mais surtout économique, 30 000 emplois détruits. Et donc une opinion publique très favorable, des politiques de tous bords qui se sont mobilisés, jusqu'à un républicain qui a farcé, moqué les pratiques d'influenceurs qui promeuvent la fast fashion, jusqu'à le parti Horizon, Édouard Philippe, qui a voulu se positionner habilement dans l'objectif d'exister pour les présidentielles et qui a saisi l'opportunité d'une niche parlementaire. Mais le fait déterminant, ça a été des entrepreneurs, des entreprises, puisque c'est bien ça qui compte, de pouvoir faire contrepoids et de pouvoir avoir un discours cohérent face à Bercy et face à Matignon. Et là, on a eu des fédérations, l'industrie du textile et des grandes marques, l'ADG de Zappa, de Tara Germont, qui s'est positionnée. Et ça a fait basculer, ça a fait toute la différence. Donc on a une vraie success story et on peut combattre, et on a tous un rôle, en particulier les entreprises. Jordan, Vincent. Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Thomas, parce que tu disais que les entreprises ou les multinationales défendent des intérêts privés et les associations l'intérêt général. Or, c'est vrai que l'intérêt général, c'est une notion qui est quand même difficile à expliquer et à définir, dans le sens où tout bon lobbyiste va toujours se réclamer de l'intérêt général, y compris le lobby du tabac. Donc l'intérêt général, en fait, il est instrumentalisé, et donc c'est difficile de s'en prévaloir quand on est une association. Par conséquent, je pense qu'il faut avoir en tête que le lobby, ce sont des techniques. La question, c'est qui s'en empare. Et pour le coup, beaucoup d'associations, notamment sur les sujets environnementaux et a fortiori sur les sujets climat, défendent des intérêts qui les dépassent. On n'est pas sur un intérêt catégoriel ou un intérêt économique, on est sur un intérêt plus que général, un intérêt quasiment cosmologique. Et c'est là où il y a une vraie différence entre une entreprise ou une fédération professionnelle et une association, des collectifs associatifs, y compris des collectifs qui, comme tu disais, incluent des entreprises. Là, elles défendent quelque chose qui les dépasse. Et c'est ça qui, à mon sens, fait la différence entre un lobby privé et un lobby d'intérêt général, au sens où on en parle maintenant, quoi. Jordan, ouais. Peut-être pour aller dans ton sens, effectivement, et dans le tien, il y a un tabou en France autour du lobbying qui vient du fantasme français qu'on a autour des représentants d'intérêts. En réalité, le lobbying renvoie à une logique très simple, c'est représenter des intérêts en essayant de mettre en place une stratégie d'influence pour avoir une décision sur un impact sur la décision politique. On peut le faire pour toute une série d'intérêts, on peut le faire pour des intérêts économiques privés, on peut le faire aussi pour des intérêts écologistes ou d'intérêt général. Donc le lobbying n'est pas un problème en soi, il est même consubstantiel à la démocratie. Les parlementaires, les décideurs politiques ne peuvent pas tout savoir. Et donc le lobbyiste, c'est celui qui vient négocier, qui vient apporter un certain nombre d'éléments et qui essaye de faire en sorte que la décision soit prise au regard de la lumière de tous ces enjeux-là. La difficulté est, dans n'importe quel marché, il y a le principe de la concurrence libre et non faussée. Dans le marché des affaires publiques ou du lobbying, c'est un principe qui ne s'applique absolument pas. Le marché n'est ni libre ni non faussé, puisqu'il y a une distorsion de concurrence, en tout cas une asymétrie, entre les lobbies écologistes et les lobbies privés ou économiques, avec des différences qui sont considérables en termes de moyens humains, tu l'as rappelé, en termes de moyens financiers, en termes de techniques et même d'outils. On pourra en parler dans un instant. Il y a un certain nombre d'outils qui commencent à émerger, notamment liés à l'intelligence artificielle. Et en réalité, au fond, lobbying écologiste et lobbying économique, c'est un peu David contre Goliath, le gros contre le méchant. On verra si à la fin de cette émission, le petit gagne contre le gros. Oui, gardons-en un peu pour le débat. On passe tout de suite au top et au flop.